Jason Stearns, bonjour. Bonjour. Quelles sont les grandes lignes de l'accord qui doit être signé ce vendredi? Bon, on ne connaît pas le contenu exactement, mais ce que nous pensons, c'est que ça sera un accord, comme beaucoup d'autres accords dans les 2 décennies passées entre le Rwanda et la RDC, qui sera basé sur le principe que le Rwanda se retire et que le Congo mène des opérations contre les FDLR, ce groupe rebelle rwandais. Donc, c'est le point, je pense, le plus important de l'accord. Parmi les points les plus controversés pendant les négociations, je pense, était le fait que cela soit mené simultanément. C'est-à-dire que le Rwanda retire ses troupes et d'une façon simultanée, la RDC commence ses opérations contre l'FDLR. Le problème avec cela, c'est que, comme c'est simultané, les deux côtés peuvent dire que l'autre n'a pas tenu ses promesses et que le Rwanda, surtout côté FDLR, que le Rwanda puisse dire que l'armée congolaise n'a pas assez fait contre l'FDLR. Cela est d'autant plus vrai que les FDLR se trouvent, une grande partie au moins des FDLR se trouve sur le territoire contrôlé par l'M23 et l'armée rwandaise actuellement. Donc, c'est parmi les grands défis, je pense. Et il y a des autres aspects de l'accord aussi. Le fait que l'M23, le Rwanda devrait pousser l'M23 à se retirer des grandes villes, donc Goma et Bukavu surtout, et que le Congo devrait permettre à l'M23 de se convertir en parti politique et de participer dans la démocratie congolaise, et en même temps laisser les combattants M23 soit rejoindre un processus de démobilisation ou, au cas par cas, rejoindre l'armée nationale. Et à court terme, est-ce qu'il y a un mécanisme qui va s'assurer que l'armée rwandaise et les rebelles des FDLR vont bien quitter le terrain du nord et du sud Kivu? Il y a un mécanisme conjoint de vérification qui sera mis en place par les deux pays avec une participation des États-Unis. Il faut dire que le calendrier pour la mise en œuvre de cet accord est ambitieux. Ça va se traiter dans les prochains 3 mois. Et donc, pendant ces 3 mois, il y aurait une participation des États-Unis et je pense aussi les pays de la sous-région qui pourraient justement veiller à ce que les deux côtés sont en train de mettre en œuvre les accords. Et si les États-Unis rentrent dans ce mécanisme conjoint, est-ce à dire que les satellites d'observation américains vont aider à vérifier tout ça? Je pense, donc c'est depuis 2023 que les États-Unis se sont vraiment engagés, ils ont mis des ressources, surtout dans la collecte des informations et des renseignements dans la sous-région, et je pense que ça va continuer pour la collecte des informations. Qu'est-ce qui garantit que l'armée rwandaise et les FDLR vont se retirer du champ de bataille? Il n'y a pas de garantie comme telle, donc je pense qu'il faut se poser la question, qu'est-ce qui motive le Rwanda et la RDC à signer cet accord aujourd'hui? Donc je pense qu'il y a des bâtons et il y a des carottes. Les carottes sont surtout d'un ordre économique, donc les États-Unis, ils ont promis toute une série d'investissements dans la région. Côté minerai, il y a des compagnies privées américaines qui seraient prêtes à investir dans des mines à l'est de la RDC, mais une partie de ces investissements serait une participation rwandaise, c'est-à-dire qu'il y aurait des investissements à l'est de la RDC, mais le traitement et l'exportation des minerais se ferait à partir du Rwanda. Donc comme ça, les deux côtés seraient encouragés d'investir dans la paix et pas dans l'instabilité. Il y a des autres aspects économiques, y compris des investissements sur la frontière entre les deux pays. Il y a notamment le barrage, un nouveau barrage hydroélectrique, le Ruzizi 3, entre le Rwanda, le Congo et le Burundi, qui serait financé par la Banque mondiale avec un soutien des États-Unis aussi, mais cela serait seulement possible s'il y a la paix entre les deux pays. Alors l'un des problèmes, Jason Stearns, c'est que les rebelles du M23 ne sont pas conviés à la signature de l'accord de ce vendredi à Washington. Est-ce que ce n'est pas préoccupant? C'est préoccupant dans le sens que le Rwanda pourra toujours dire que voilà, ils ont tenu leur côté de l'accord. Si les M23 ne mettent pas l'accord en œuvre, c'est pas leur problème, comme ils ne contrôlent pas les M23. Nous savons que le Rwanda a une forte implication dans la gestion de l'M23, si on peut le dire ainsi, mais il pourrait toujours nier cela. Alors en effet, le gouvernement congolais espère que si l'armée rwandaise se retire du terrain, le M23 va s'effondrer, mais est-ce que c'est si simple que cela? Ce n'est pas si simple dans le sens que dans les mois passés, l'M23, surtout depuis la prise de Goma, a mené des opérations très sérieuses pour recruter des milliers de nouveaux recrues, pour amener toute l'élite locale dans des camps de formation, pour mettre en place une administration parallèle sur le terrain avec des services
services de taxation, des services d'administration, pour peser sur les chefs coutumiers de se réorienter vers l'M23, etc., etc. Donc, il sera difficile de démanteler tout cela. Et donc, je pense qu'il est important pas seulement que l'accord soit signé, mais que dans la mise en œuvre de cet accord, il y ait un suivi pas seulement des États-Unis, mais de tous les autres acteurs impliqués de la sous-région, des Nations Unies, de l'Union africaine, pour veiller à ce que l'M23 aussi rejoigne le processus de paix. Avec Joseph Kabila et Corneille Nangaa. Leur sort n'a pas été évoqué par cet accord, ni par, je pense, les discussions à Doha. Donc c'est parmi les grands inconnus. Pourquoi les Américains et Donald Trump s'impliquent-ils autant dans ce dossier? Est-ce que c'est pour le prestige ou est-ce que c'est pour les minerais stratégiques au Congo? Je pense qu'il y a différentes parties de l'appareil gouvernemental américain qui ont des différentes motivations. Il y a des bureaucrates, des diplomates de carrière qui s'impliquent parce qu'ils pensent qu'il y a aussi un côté éthique, je pense, moral là-dedans. Ils pensent que c'est la bonne chose à faire. Il faut avoir la paix et la stabilité. Mais côté, je pense, du sommet du gouvernement américain, Donald Trump, la raison pour laquelle il évoque la RDC, il n'y a pas seulement beaucoup de minerais stratégiques, mais aussi la présence de la Chine qui contrôle pour la plupart de ces minerais stratégiques. Donc, je pense que côté Trump lui-même et son envoyé spécial Massad Boulos, c'est surtout cela. Au risque que les Congolais vendent leurs minerais stratégiques aux États-Unis à bas prix sans vraiment pouvoir en profiter? Les mines dont on parle par rapport à cet accord, ce sont des mines qui ne sont pas encore exploitées industriellement. C'est surtout les mines du Tantal et de niobium qui sont dans les Kivu. On parle souvent de Rubaya et Luheche. Ces deux mines qui sont actuellement contrôlées par l'M23 et ce sont des mines qui sont exploitées artisanalement mais pas industriellement. Et là, donc, l'idée serait que ces mines soient exploitées par des compagnies américaines avec toute la diligence requise demandée par les lois américaines. Au moins, c'est ça la version du gouvernement américain. Le prix, est-ce que ce serait un prix plus bas qu'habituel? De ce côté-là, il n'y a pas de transparence, on ne connaît rien par rapport à ces négociations. Mais c'est l'un des enjeux à venir. C'est l'un des enjeux. Et ce qu'on ne connaît pas, c'est est-ce qu'il y a des autres deals qui pourraient se référer à des mines beaucoup plus importantes par rapport à l'économie mondiale, les mines de cuivre et cobalt dans le sud de la RDC, qui est bien sûr très loin des zones des conflits, mais qui est beaucoup plus important par rapport à ce conflit entre la Chine et les États-Unis, les mines de cobalt et de cuivre. Jason Stearns, merci.